Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Place au grand débat des vraies voix sur Sud Radio. Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois, mais également Philippe David. La France qui signe un record du monde, s'il vous plaît. La France consacre 31% de son PIB aux dépenses sociales publiques. Des dépenses donc qui comprennent les dépenses de redistribution ménage. Il y en a beaucoup, évidemment, les retraites. La France qui est devant la Finlande, par exemple, la Belgique. La France qui est loin devant l'Italie, qui consacre 28% de son PIB, loin devant l'Allemagne ou encore l'Espagne également. Dépenses sociales, la France vit-elle au-dessus de ses moyens? C'est la question que l'on vous pose ce soir sur le compte Twitter de Sud Radio. On fera un point sur les votes, sur vos votes dans quelques instants. Et évidemment, on vous attend nombreux pour débattre avec nous. 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Voilà, on ouvre le débat sur Sud Radio avec Agnès Verdier-Molinier qui est avec nous, directrice de la fondation IFRAP. Bonsoir Agnès. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Bonsoir Agnès. Alors vous avez entendu la nouvelle, la France championne des dépenses publiques. Un Français sur deux qui perçoit une aide. Est-ce que ça va trop loin, Agnès Verdier-Molinier? Attention, on parle des dépenses publiques sociales oui, au sociales, total. Bien sûr. C'est-à-dire de l'ensemble des dépenses publiques de prestations sociales. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dedans, il n'y a pas que les aides. Il y a aussi les retraites, il y a aussi le chômage, il y a aussi l'assurance maladie, toute la politique familiale de la France. Donc voilà, c'est un énorme morceau de 741 milliards d'euros à peu près sur l'année 2019. Alors un Français sur deux, je le disais, qui perçoit des aides, vous avez raison de le préciser, il y a les retraites, il y a le chômage, il y a donc voilà toutes ces aides pour lesquelles Mais écoutez, non mais des aides pour lesquelles on cotise, Non mais c'est pas des aides les retraites. Ah non pardon, les retraites c'est pas des aides, le chômage non plus. Mais le chômage non plus. Le chômage non plus. On fait la différence entre les cotisations des Français qui est les retraites, les chômages, évidemment, et puis d'autres aides sociales évidemment, Agnès Verdier-Molinier. Il faut bien différencier tout ça. Il faut expliquer que les retraites, le chômage, c'est en réalité des revenus différés. Le chômage c'est une assurance pour si jamais vous perdez votre emploi. La retraite, c'est évidemment cotiser pour avoir de quoi vivre quand on est plus âgé et qu'on n'est plus en force de travailler. Donc tout ça, ça existe partout dans les pays qui nous entourent, mais pas dans la même proportion. C'est ça qui est important à souligner avec ce rapport de l'OCDE, c'est que nous, Français, nous arrivons à 32% de dépenses au total, dont la plus grosse partie est publique, puisque 31% sont des dépenses publiques. Et quand on regarde ce qui se passe dans les pays qui nous ressemblent, par exemple l'Allemagne, vous voyez qu'ils sont à 25%. Donc ça fait quoi 5 points d'écart entre la France et l'Allemagne? Ça fait une grosse centaine de milliards quand même de dépenses sociales en plus, de protection sociale en plus en France, publique. Et c'est aussi c'est assez intéressant de faire la relation avec la masse d'impôts et de charges supplémentaires payés par nos entreprises. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce modèle social, certes, il est très protecteur, mais en fait, il faut le financer. Alors là, cette année 2020, c'est un peu particulier. On a l'impression que tout se finance par la dette, avec de l'argent magique qui arrive et qui, finalement, nous empêche de penser à comment on crée la richesse pour pouvoir financer le modèle social. Mais dans un monde normal, on finance la dépense de protection sociale par quoi? Par le travail dans les entreprises. Et ce travail dans les entreprises, il est hyper taxé dans notre pays, puisque nous, à la Fondation IFRAP, on a fait le calcul. Par rapport aux Allemands, on est à plus de 100 milliards d'impôts et de charges supplémentaires qui pèsent sur nos entreprises. Donc ce modèle social, à la fois il est protecteur, mais à la fois, finalement, il est destructeur. Parce qu'il coûte tellement cher, il empêche nos entreprises d'être compétitives, il les empêche d'exporter, il les empêche donc de créer des emplois, d'embaucher dans nos familles, d'embaucher nos enfants, d'embaucher nos neveux, d'embaucher nos parents. Et résultat, qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est qu'on a un système hyper cher qui est sur le papier peut-être soi-disant le meilleur, mais qui en fait, quand on gratte un peu, il n'est pas le meilleur parce qu'il y a beaucoup de dépenses administratives, il y a beaucoup de coûts de production du système, on y reviendra tout à l'heure, et à la fin, il détruit de l'emploi, il crée plus de chômage. Et c'est intéressant de voir que tous les pays du Nord, qui sont en dessous de notre ratio au total, finalement, ils réussissent à créer plus d'emplois, ils ont un taux de chômage beaucoup plus faible, et donc il faut qu'on arrive à rééquilibrer notre système. Alors c'est vrai que c'est l'honneur de la France, Françoise Degois. C'est plus que l'honneur.
c'est plus que l'honneur de la France. Maintenant, on peut améliorer, c'est ce que dit Agnès Verdier-Molinier. Oui, mais de toute façon, le discours d'abord, je salue ma chère Agnès Verdier-Molinier, avec laquelle je ne suis jamais d'accord, mais j'aime bien, on aime bien s'écouter mutuellement. Voilà. Mais je veux dire juste que déjà, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que ce Covid a balayé pour très longtemps vos théories, ma chère Agnès. Je n'ai jamais, bien que vous restiez quand même tout à fait une chantre de la lutte contre la dépense publique, et ça, moi, je peux l'entendre sur des choses qui sont mal fléchées, ça, je suis d'accord absolument avec vous, notamment sur l'administration de l'administration, mais quand même, le Covid, c'est quand même l'avènement, de l'État, c'est l'avènement de l'État protecteur. Le Covid, c'est véritablement l'avènement de l'État-providence. Il n'y a plus un seul dirigeant aujourd'hui au monde libéral qui peut s'amuser à nous refaire le couplet sur le libéralisme, les dépenses, etc. Regardez le désastre aux États-Unis, et on n'a pas vu la suite, le désastre aux États-Unis qui est ce modèle libéral où toutes les dépenses ont été coupées, détruits, etc. Moi, vous savez, j'ai une partie de ma famille, ma cousine qui est professeure à l'université, a passé tout le Covid avec son mari, à se demander combien elle allait perdre avec sa retraite, parce qu'aux États-Unis, votre retraite, elle est placée en bourse. Et si la bourse chute, eh bien, vous perdez 40, 60, 70 000 $. Donc, alors, je termine, Agnès, je finis juste en vous disant que j'entends tout ce que vous dites. Personnellement, je pense que le fait qu'il y ait de la protection sociale, ça permet aussi aux gens de permettre de consommer, etc. Et donc de faire tourner la machine. Mais je crois surtout que toute la discussion sur les dépenses, on dépense trop, elle est obsolète, en tout cas dans la période. Alors la réponse d'Agnès Verdier-Molinier, juste après Philippe Bilger, Philippe David, et on accueillera Paul qui a fait le 0826 300 300. Agnès. Oui, j'entends ce que dit Françoise et ça m'étonne pas de son point de vue, mais je pense qu'il faut rappeler quelques petits chiffres supplémentaires. Cette année Covid, c'est l'année 2020. Donc l'année dont on parle avec 2019, c'est 2019. C'est 2019. Il faut bien le rappeler. Donc on commande des chiffres 2019. Les chiffres 2020, ils seront pas du tout 32%. Ce sera bien plus que ça. Et ce sera financé par de la dette qui va retomber sur les générations. Non mais vous êtes une libérale. Attendez, vous êtes une libérale. Allez-y, finissez Agnès. Vous trouvez que non mais c'est heureux. Françoise, on laisse finir Agnès. Je voudrais finir. Oui. On est déjà champion du monde de dépenses sociales. Avec ces deux confinements qu'on a eus, avec des dépenses de chômage partiel beaucoup plus importante que les Allemands, par exemple. On est à 34 milliards. Vous êtes d'accord ou pas? Mais est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ait soutenu? Est-ce que vous êtes d'accord, Agnès? Les Allemands ont mis combien sur la table sur le chômage partiel? Ils ont mis 10 milliards. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas arrêté leur économie comme nous. Ils ont été beaucoup plus malins, ils ont fait beaucoup plus... Ils ont testé. Attendez. Oui. Et alors, on dépense plus pour l'hôpital et pour autant, ils ont été meilleurs que nous dans la gestion de la crise sanitaire. Parce qu'ils ont testé, je reviens au chômage partiel. Nous, ça nous coûte 3 fois plus cher que les Allemands. C'est de la dépense sociale supplémentaire. Donc moi, quand je fais le compte, 34 milliards de chômage partiel, plus 11 milliards de dépenses de santé... Les Italiens ont dépensé 28 milliards de chômage partiel. 11 milliards de dépenses de santé supplémentaires. Allez, François, il faut qu'on écoute... etc. On arrivera cette année, à la fin de l'année 2020, à presque 800 milliards de dépenses de protection sociale. Juste une question. Je voudrais que vous répondiez. Je voudrais que vous répondiez. Est-ce que, en tant que libéral, vous n'avez pas été obligé de dire merci le chômage partiel au soutien des entreprises? En deux mots, Agnès. Avec le chômage partiel. Je vais vous répondre tout de suite, Françoise. En 2 mots. Pour toutes les entreprises qui ont été fermées administrativement, on n'avait pas le choix. Mais on aurait pu faire tourner nos usines beaucoup plus. Les Allemands continuent à faire tourner leurs usines dans la chimie, dans la métallurgie. Parce qu'ils ont testé. Agnès. Attendez, laissez-moi finir. Quasiment à 100%. Les Italiens faisaient plus tourner les usines que nous. Les Hollandais faisaient plus tourner les usines que nous. Moi, autour de moi, j'ai des entrepreneurs qui dirigent des entreprises de taille intermédiaire, des grosses PME, qui ont des antennes en France et en Allemagne. En France, ils n'arrivaient pas à faire tourner leurs usines parce que les syndicats demandaient de faire arrêter les chaînes de production, alors qu'ils avaient tout le matériel, les masques, etc., pour le faire. En Allemagne, ils tournaient à 100%. Ils étaient à 20 ou 30% en France, ils étaient à 100% en Allemagne. Ça, on va le payer pendant des années. On va le payer en dépenses sociales, on va le payer en chômage, on va le payer en récession, on va le payer sur la croissance. Allez, Philippe Bilger, que j'ai entendu. Philippe Bilger, tout d'accord avec Agnès Verdier-Molinier, Philippe. Je n'ai pas le sentiment que le libéralisme ait été vaincu parce qu'on a dû faire du désastre une politique. Je ne crois pas. Mais plutôt, Agnès, je voulais vous demander, tous ces pays
qui dépensent moins et qui apparemment ne sont pas complètement déconnectés avec une générosité. Comment font-ils? Est-ce que ce sont les lourdeurs administratives que vous évoquiez tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a des changements de structure beaucoup plus profonds pour expliquer ces différences entre la France, si généreuse par ailleurs, et ces pays qui paraissent plus chiches de cette générosité? Alors d'abord, Philippe, vous avez raison, la dépense administrative de protection sociale en France est gigantesque. On est à 42 milliards par an. On est à 10 milliards de plus que la moyenne des pays de l'Union européenne, à 6 milliards de plus que la moyenne des pays de la zone euro. Il n'y a aucune justification à ce qu'on dépense plus en administratif pour les retraites, pour la santé, pour le chômage, pour distribuer des aides pour les plus démunis, qu'on dépense autant d'argent supplémentaire. C'est absolument incompréhensible. Mais finalement, nous, on s'est penché sur ces questions. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce qu'on empile les strates. On empile les aides. Au lieu d'avoir 3-4 aides ou une allocation sociale unique, comme nous on propose à la Fondation IFRAP, on a une 50aine d'aides sous critères de revenus. Ça veut dire avec des modes de calcul différents. Vous les connaissez, les seuils, les maximums, les plafonds, les pourcentages. On adore ça en France. Ça demande d'embaucher beaucoup plus de monde, d'avoir des administrations qui en plus se tirent dans les pattes. On a les CAF, les caisses d'allocation familiale, qui s'occupent de donner les aides. Mais on a aussi les départements qui s'en occupent. Alors ça, on est tous d'accord pour dire que c'est un millefeuille, Agnès Verdier-Molinier. Ça serait que c'est... Et ça coûte de l'argent. On pourrait économiser 10 milliards par an. 10 milliards, c'est pas rien. Je peux vous dire que 10 milliards, on les trouve pas facilement. Ensuite, sur les retraites, c'est un sujet hyper important. Là, ces derniers jours, entre Madame Borne et Monsieur le maire, on a vu qu'il y avait une passe d'armes sur le sujet. Évidemment qu'il va falloir repousser l'âge. Évidemment que tous ces pays qui dépensent moins que nous se sont rendus compte qu'on vit plus vieux. Bah oui, on vit plus vieux. On vit en meilleure santé, plus vieux aussi. Et qu'il va falloir à un moment se poser la question de combien d'actifs on va accepter de faire travailler pour finalement combien de personnes inactives. C'est absolument intenable la situation dans laquelle on est. Donc là, le report de l'âge de la retraite à 65 ans, c'est pas une option. On n'a pas le choix, il va falloir le faire et très vite. Philippe David, le problème c'est de faire baisser la dépense. Le problème, Agnès, c'est que la retraite à 65 ans, très bien, mais les boîtes veulent plus de vous à 45. Alors qu'est-ce qu'on fait en attendant pendant les 20 ans? Non mais Philippe, vous m'avez déjà fait le coup de me dire ça. Ah ben non, mais c'est une réalité. Alors excusez-moi. Vous m'avez déjà fait le coup, mais le problème c'est qu'en France, à force de dire qu'on est vieux à 60 ans, tout le monde le croit. Alors que c'est faux. Mais les boîtes ne veulent plus de vous à 45 ans, ça c'est une réalité. Mais la réalité, c'est que quand vous aurez l'âge de départ à la retraite à 65 ou à 67 ans, je peux vous dire qu'à 60 ans, vous ne serez pas considéré comme vieux. Ah bah absolument pas. Alors là, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Bien sûr que si. Mais non. Comme par hasard, le taux d'emploi des seniors dans les pays qui ont repoussé l'âge de départ à la retraite, il augmente énormément. Il a énormément augmenté ces dernières années. Vous pouvez regarder dans tous les pays. Alors il n'y aurait que en France où on considérait les choses comme ça. Non. Franchement, c'est une question finalement culturelle qu'on a intégrée. Donc, si je vous écoute, on met la retraite à 75 ans, toutes les boîtes embauchent les gens de plus de 45 ans. Mais vous savez, il y a énormément. Non, mais je vous ai posé une question, moi je répondrais. Donc, si on met la retraite à 75 ans, il n'y a plus de chômage des seniors. Je crois que vous caricaturez mon propos. Non. Mais c'est vrai, Agnès Verdier-Molinier, c'est vrai que ce sont les entreprises qui vous font sentir que vous êtes vieux. Je sais ce que c'est. J'ai quelqu'un dans mon entourage proche qui cherche un job à 57 ans. Il n'y a aucune boîte qui lui réponde à bac+5, etc. S'il vous plaît, on va poursuivre le débat dans quelques instants. Dépenses sociales, la France vit-elle au-dessus de ses moyens? Oui, à 70%, c'est ce que vous pensez sur le compte Twitter de Sud Radio. Ouais, enfin, les gens, ils pensent ça, mais quand ça les touche, ils pensent plus ça. Vous comprenez? Moi, j'en ai un peu marre de l'esprit français aussi. Là. Quand ça leur arrive, qu'ils sont hospitalisés pour des maladies longues, etc., d'un seul coup, tout le monde se rappelle que le modèle social français est merveilleux. Je me rappelle Jean-Marc Sylvestre. Et on va vous entendre évidemment au 0826 300 300. Voilà, Paul par exemple qui va arriver, qui va venir débattre avec nous. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio, la suite du grand débat avec Philippe Bilger, Françoise Degois ce soir, Philippe David, notre invité, elle est avec nous depuis 18h30, c'est Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP. On poursuit notre grand débat, la France, championne du monde des dépenses publiques, elle y consacre 31% de son PIB, c'est les chiffres de 2019, loin devant l'Italie ou encore l'Allemagne. La France vit-elle au-dessus de ses moyens? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Et vos réactions 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix.
prenez la parole. Voilà, avant de redonner la parole à Agnès Verdier-Molinier et nos vraies voix. Agnès Verdier-Molinier qui se bat toujours comme une lionne. C'est drôle. Ben oui, c'est pour ça qu'on l'invite, Agnès. Paul est avec nous. Bonsoir, Paul. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, Paul. Un débat passionné. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, le gros problème, vous pouvez vous mettre en colère tous autour de la table, vous ne résoudrez rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de gestion. L'État français n'est pas en capacité d'appliquer les normes et les contraintes qu'il applique aux entreprises. Aujourd'hui, on gaspille de l'argent public. On le gaspille, c'est le drame. On donne de l'argent sans aucune contrepartie. On ne regarde pas ce que l'argent devient. On donne de l'argent pour se loger, on donne de l'argent pour manger, on donne de l'argent pour mettre les enfants à l'école. On donne de l'argent partout et ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser des questions sur l'efficience des mesures. Ça ne fonctionne pas. On peut regarder dans tous les sens, on augmente la dépense publique. C'est le tonneau des Danaïdes. Aujourd'hui, on emprunte des milliards après Macron, le déluge. Le problème, c'est que là, on est en train de créer une hypothèque sur la jeunesse. Ils seront obligés de travailler pour pas cher. Ils seront obligés de travailler plus longtemps. Et ça, c'est de l'égoïsme de la génération actuelle. Et Françoise de Goua devait regarder les chiffres un peu plus près, parce qu'en France, on est champion du monde de la dépense sociale, mais ça ne fonctionne pas. Les gens ne vivent pas. Malgré tout ce qu'on donne, ils ne vivent pas. Donc il y a un problème. Non mais Paul, moi j'entends ce que vous dites. Paul, pardon. Paul, ouais, c'est Paul. Paul, pardonnez-moi. J'entends absolument ce que vous dites sur la dette. Là où je vous rejoins complètement, c'est que maintenant, finalement, on jongle, et Agnès, évidemment, sera d'accord. Maintenant, on prononce 400 milliards, comme avant, on prononçait 100 millions d'euros. On est carrément sur 50 euros. Voilà, on est sur du vertigineux maintenant. On est sur des chiffres hors de proportion. Et je pense qu'il y a aussi un consensus qui est en train de se dessiner, à droite d'ailleurs comme à gauche. Ça va de Jean-Luc Mélenchon à certains députés de la figure des Républicains qui disent il va falloir vraiment songer sur la dette Covid, en fait, à l'isoler. Pourquoi pas en faire une dette perpétuelle, et c'est-à-dire où on rembourserait les intérêts et au fil des années, on ferait un peu d'inflation finalement pour faire maigrir le capital. C'est aussi une possibilité, car la France n'est pas la seule. Je rappelle que l'Allemagne avait des réserves, mais l'Allemagne aussi a emprunté, l'Italie a emprunté, le monde entier a emprunté. Joe Biden va signer du 2000 milliards de dollars. Donc ça veut dire que c'est le monde entier qui est avec cette dette qui en réalité n'existe pas, parce que c'est de la monnaie qui est fabriquée par la BCE, en ce qui concerne en tout cas l'Europe. Mais je veux dire qu'on peut quand même se mettre d'accord à un moment donné sur cette dette, l'isoler et la transformer en dette perpétuelle. Allez. Charles X l'a fait, ça a très bien fonctionné. Fred est avec nous, merci à vous Paul. Fred Dugard est avec nous, 0826 300 300. Bonsoir Fred. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. Honnêtement, là, il y a des discours qui me font bondir. Alors, Agnès, votre invité, qui dit qu'on doit travailler plus parce que c'est inéluctable, tout ça. Mais moi, je l'invite à venir sur un chantier de maçonnerie, sur des travaux manuels, et on verra si elle peut venir travailler jusqu'à 65 ans ou 68, comme dans les autres pays, ça se fait. Effectivement, ça peut se faire dans notre pays, mais dans notre pays, ça se fait pas. Dans notre pays, il y a une répartition qui est faite, des niches fiscales qui n'existent pas. Aujourd'hui, si on voit nos dépenses publiques, effectivement qu'il faut de la dépense de l'aide sociale, parce que sinon, vous avez une guerre civile en France. Vous ne donnez pas à manger à certaines gens, ils vont vous piller. Ils viendront pas piller dans les beaux quartiers de Paris. Ils viendront piller chez les braves gens qui travaillent. Voilà ce qui se passera si on arrête les aides sociales. Mais encore une fois, le malaise est beaucoup plus profond. Ça vient de 1971 où Giscard a interdit en fait à l'État à emprunter à la Banque de France. Là, on est passé par des marchés privés et là, ça nous a fait une dette exponentielle. Et quand j'entends parler là que le Covid, là, cette maladie qui tue 0,05% des infectés, on va avoir 500 milliards d'euros à rembourser, mais on est tombé sur la tête, ma parole, mais on est des fous. J'ai dit, vous vous rendez compte, on a 2500 milliards de dettes, et là ça va se rajouter, mais on est des grands malades, mais nos enfants ils vont payer ça, le système financier va se casser la gueule, c'est obligé. 0,05%, ce sont toujours 0,05% de trop, et je rappelle qu'il y a beaucoup de séquelles pour les malades du Covid qui n'en sont pas morts. Juste préciser quelque chose par rapport au modèle allemand et par rapport à ce que vient de dire notre ami au téléphone sur les chantiers. Parlons de l'Allemagne. En Allemagne, vous bossez jusqu'à 67 ans. Aujourd'hui, moi je les ai les chiffres allemands, comme vous Agnès, eh bien vous avez des retraités en Allemagne comme aux États-Unis qui sont obligés de faire 1 voire 2 jobs. Vous avez des étudiants qui sont obligés de faire 2 à 3 voire 3 jobs. Vous avez une augmentation exponentielle de la misère. Donc si c'est ce modèle-là, eh bien non merci. Allez, Agnès Verdier-Molinier, juste après Philippe Bilger et Philippe David, bien sûr. Agnès, sur tout ce que vous avez entendu et l'interpellation donc à l'instant de Fred. Oui, alors d'abord, sur la question de la misère, moi je veux bien, mais les Allemands, ils sont plutôt à 3 ou 4% de chômage. Ils vont
ils vont vers 4 ou 5 là avec la crise. Oui, mais avec des contrats, mais les contrats britanniques, les contrats de 2 heures. Vous me laissez répondre. Allez-y, Agnès. Vous savez vers quoi on va? On va vers 11% de chômage. Oui, je sais. Vous croyez qu'elle va pas être chez nous, la misère? Si, vous avez raison. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. C'est pas à cause du système français, c'est à cause du Covid. Non. Parce que quand on part avec déjà 2 fois plus de chômeurs en pourcentage que les Allemands, évidemment, on part mal loti. Quand on part avec des déficits qui sont déjà à 50 milliards tous les ans de déficit structurel, qu'on n'est pas capable d'éponger, parce qu'on n'est pas capable de faire les réformes de réorganisation des administrations, que l'État veut pas décentraliser, que l'État veut laisser aucun pouvoir aux régions, qu'on garde des strates entre les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, les métropoles, l'État, la Sécu, etc., et qu'on garde tout, et qu'on se pose jamais la question justement de l'efficience, comme disait Paul tout à l'heure, il y a un problème. Quand nos parlementaires sont pas capables de savoir ce qui se passe avec 1 euro de dépenses d'argent public, parce que finalement ils sont noyés dans la masse, et qu'à aucun moment on leur laisse les moyens de faire leur mission première, qui est d'évaluer, de contrôler comment sont utilisés les deniers publics, il y a un gros problème. Parce que je peux vous dire que dans les pays du Nord, les parlementaires, le Parlement, il est écouté, il est respecté. Ça c'est vrai. Là on va se rejoindre. Il regarde en permanence comment sont utilisés les deniers publics, que ce soit au niveau local, au niveau social ou au niveau central. Au niveau politique, en permanence la question aussi de quand on vote une loi, est-ce que cette loi elle va détruire des emplois? Est-ce qu'elle va détruire des entreprises? Ou est-ce qu'elle va créer des emplois? Est-ce qu'elle va créer des entreprises? Vous avez parlé tout à l'heure, Fred, je crois, de la fiscalité, qu'on avait trop de niches fiscales. Mais vous savez combien on paye d'impôts? Vous savez qu'on est aussi champion du monde des impôts? Vous savez qu'on est à 46% par rapport au PIB d'impôts, et qu'on est dans des niveaux par rapport aux Allemands, Vous pouvez parler des Allemands, tout à l'heure François, vous avez parlé des Allemands, des Italiens, vous avez parlé des Américains. Vous savez qu'ils ne sont pas du tout dans les mêmes proportions d'impôts que nous. Regardez le résultat. Philippe Bilger, Agnès vous interrompt. On n'a pas entendu Philippe Bilger et juste après Philippe David. Agnès, Philippe Bilger juste après Philippe David, on passera à la conclusion. On m'a pas entendu, et quelle terrible lacune, bien sûr. Mais, non. Sérieusement, je crois que notre premier intervenant, c'était Paul. Il a dit quelque chose qui m'a frappé. Comment se fait-il que dans un pays comme la France, qui est d'une extrême générosité sociale, en dehors de la Covid comme pendant la Covid, il y ait tout de même ce sentiment profond que la France ne le serait pas généreuse et sociale? Comment se fait-il qu'avec un tel dispositif, il y ait dans notre pays de telles tensions, de telles jalousies, et j'allais dire presque tant d'hostilité de classe? C'est assez paradoxal. Agnès Verdier-Molinier. Écoutez, je pense que on a détruit beaucoup de cohésion de la société en montant les gens les uns contre les autres. Vous savez, on aime bien détester finalement le patron, celui qui a réussi. Alors on aime bien celui qui va monter une start-up, qui mange des pâtes, qui va pas se payer pendant 3 ans, 4 ans. Mais le jour où finalement il va revendre sa boîte, alors là on va le taxer à fond. On va dire que c'est dégueulasse qu'il puisse transmettre son entreprise à ses enfants. Donc on a délité complètement le lien entre finalement dans les territoires, entre ceux qui peuvent travailler dans les entreprises, ceux qui peuvent transmettre les entreprises. Je parlais hier avec des chefs d'entreprise, des PME, qui me disent qu'ils veulent plus transmettre les entreprises à leurs enfants. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. Voilà. Faites attention, parce que on a monté dans ce pays les gens les uns contre les autres d'une manière hyper négative, en disant que quand on a des entreprises, on est des riches, qu'il faut nous taxer plus, etc. Allez, Agnès, en quelques mots, s'il vous plaît. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Finalement, on décourage ceux qui créent l'emploi. Donc, la solution pour sortir de la nasse de cette crise, c'est renouer avec comment on crée la richesse, comment on réindustrialise, comment on finalement fait revenir chez nous l'emploi, les usines, les entreprises. Et ça passe par un modèle social qui est beaucoup plus light, qui est beaucoup plus évalué, qui est beaucoup plus efficient, et qui finalement permettra à beaucoup plus de monde de trouver un emploi qui soit vraiment rémunérateur. Merci à vous Agnès Verdier-Molinier, directrice donc de l'IFRAP. Merci d'avoir débattu avec nous. Merci à nos auditeurs Paul et Fred qui nous appelaient du Gard. Dans un instant, les voix des entrepreneurs, Jean-Marie Bordry, dans quelques instants. Oui, dans quelques instants, c'est avec Denis Jacquet. On va vous parler de la France, de la mobilité, tiens, un peu d'innovation. On va parler d'énergie aussi, des énergies vertes. Vous allez voir, on en parlera jusqu'à 19h30 sur Sud Radio. À tout de suite.